Il est 17h16 minutes. Nous avons avec nous Amélie Lemieux. Elle est professeure au département de didactique de l'UDM. Bon après-midi, Madame Lemieux. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien vous? Oui, ça va toujours bien pour moi, même quand ça va mal, Madame Lemieux. Hmm? Oui, merci. Alors, Madame Lemieux, est-ce que nos élèves des écoles, est-ce qu'on apprend à bien lire? Est-ce qu'ils savent lire? Est-ce qu'ils lisent plus? Ou est-ce qu'il faut apprendre à lire autrement? La conception de la lecture doit être différente chez nous, observateurs, ou en tout cas parents intéressés. Vous posez une bonne question. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut différencier les types de lecture. Donc en sciences de la lecture, on va les appeler par exemple les lectures informationnelles. Donc les lectures de tous les jours qu'on peut faire soit dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. C'est une lecture surtout de surface qu'on appelle une lecture extractive. Donc on va aller chercher de l'information pour arriver à un résultat. Ok? Donc par exemple, même si on va sur Google Maps ou on veut aller à un endroit, c'est un type de lecture. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'information pour faire une action. Ensuite, on peut avoir une lecture autonome qu'on va faire à la maison qui va être automotivée. Ça, c'est le type de lecture qu'on peut faire en prenant un livre, par exemple, ou un roman à la maison, ou une recommandation d'un ami ou d'un parent. Et troisièmement, on a ce qu'on appelle les lectures scolaires imposées. Donc, les romans qu'on va lire à l'école, par exemple. Donc, il y a différents types de lecture. Donc, quand je dis que le phénomène de la lecture est complexe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mettre les types de lecture dans le même panier en disant ah, les jeunes ne lisent pas. Ils lisent, mais ils lisent d'autres choses, ils lisent autrement. Ils ne lisent pas comme on lisait dans les années 80, dans les années 90, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écran. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les accès de communication. Donc, la lecture se produit sur différents appareils et dans différents contextes. Moi, j'ai l'impression que là où la chose devient importante, parce qu'on dit c'est un moyen de communication, la lecture, tout comme la parole, un autre moyen de communication ou les autres moyens de communication, il en existe. Il faut lire pour s'informer, il faut lire pour, je ne sais pas, faut savoir lire pour écrire, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, pour transmettre cette information, d'où l'importance de cette lecture. Est-ce qu'il n'y a pas une lecture dans toutes les formes qu'on vient de dire qui soit plus pertinente que d'autres? Parce que lorsqu'on parle de communiquer, n'est-ce pas? Comme moi, je fais le métier de parler, il faut que je parle, que vous puissiez me comprendre, que mes auditeurs puissent comprendre. Absolument, vous avez raison. Je pense que la lecture critique ou la lecture d'ouvrages, par exemple, philosophiques, ceux qui permettent de développer notre pensée critique, devraient être les types de lecture primordiales. Je pense que dans une société plurilingue et pluriethnique comme celle de Montréal, il devrait y avoir plus de littérature de la diversité qui est enseignée à l'école. Donc, toutes les œuvres d'Aimé Césaire, par exemple, Marie Scondé, même Caroline Dawson, tout ce qu'on lit informe la manière dont on voit le monde et dont on a la manière dont on fait des actions dans le monde. Donc, si on lit juste, par exemple, la littérature de personnes blanches hétérosexuelles à l'école, ben, on ne va pas vers une société plus juste. On veut que la littérature reflète celle qu'elle représente. Et dans le cas de Montréal, et je crois dans le Québec, en tout cas, on gagne à lire plus de littérature de la diversité et plus de littérature qui nous fait penser de manière critique à savoir si on est capable de discerner le vrai du faux. Par exemple, avec ChatGPT, faut se mettre à interroger les informations qu'on reçoit. Donc, en lisant de manière critique, on est capable de développer notre discernement, je crois, et d'être ouvert plus à l'autre. Hmm. Alors, maintenant, il y a la réalité du temps aussi. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'informatique et de chat GPT, etc., etc. J'ai un garçon qui, lui, fait de l'informatique, n'est-ce pas, et il lit beaucoup, mais des informations informatiques que vous et moi, on ne verrait que du feu, n'est-ce pas? Mhm. Et c'est ça qui l'intéresse, c'est ce type d'information-là qui l'intéresse. Mhm.
est-ce qu'il a besoin pour être un homme, un gentleman, n'est-ce pas, d'avoir ces informations de base, n'est-ce pas, qui permettent de converser et de sortir de son travail, de ses expériences au quotidien, là? Vous posez une très bonne question. Moi, je crois beaucoup au concept de la bibliothèque intérieure. Alors, je vous explique qu'est-ce que c'est rapidement. Là, c'est un concept que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est nos parents, nos grands-parents qui ont, ou nos ancêtres même, hein, qui ont tout ce répertoire de choses très belles, euh, qui ont acquis au fil des années, donc des informations sur les lieux qu'ils visitent, sur les choses qu'ils lisent, etc. Donc, ça fait partie de leur savoir commun qui sont à l'intérieur d'eux. On ne peut pas avoir ça sur ChatGPT. Ouais. On ne peut pas savoir les recettes de nos grands-mères sur ChatGPT. On ne peut pas savoir les sauces particulières, les endroits particuliers, les répertoires, les gens, les lieux. Et ça, c'est ce qui fait la richesse des personnes et on l'apprend en lisant et en intégrant ces connaissances-là. Donc, oui, certainement, on peut chercher de l'information sur ChatGPT, sur Internet, etc., mais ça ne remplacera jamais le savoir humain et le savoir des gens qui nous élèvent. Et je crois que c'est quelque chose à conserver parce qu'on est dans une société hyper connectée qui est dépendante au téléphone cellulaire. C'est juste un fait. Alors, comment est-ce qu'on contre ce phénomène-là? C'est en se ramenant à notre essence, c'est-à-dire notre authenticité, notre transparence, nos qualités humaines. Hmm. Et puis, on voit aussi naturellement, à ma grande honte, moi, je vais lire quand je suis obligé de lire, contrairement à d'autres qui dévorent des ouvrages, n'est-ce pas, et qui, c'est ma réalité, la réalité de l'autre, n'est-ce pas, qui peut lire pour lui, pour elle, ben, c'est une partie de plaisir, n'est-ce pas? Comment qu'on fait pour comment dirais-je, aller tirer la meilleure partie, si on veut, n'est-ce pas, de la lecture qu'on fait, celle qu'on arrive à faire, celle qu'on Mm. aime faire, etc., de manière à ce que ça nous serve. Dans le fond, là, le Mm. service est à nous, pas vrai? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a différentes méthodes. La lecture en partage, c'est très bien. Donc, des recommandations d'amis ou de parents ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est une méthode. Je pense que la deuxième méthode, c'est la lecture des intérêts particuliers. Donc, si on aime un sujet particulier, évidemment, juste aller creuser plus loin, demander à nos libraires, etc. Utiliser les ressources aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser les bibliothèques et d'y aller de manière soutenue. Je veux dire, on paye nos taxes et on a accès à tous ces savoirs-là. Donc, je pense qu'il y a différents moyens de le faire, mais c'est certainement une question de volonté et une question de briser des cycles dans lesquels on peut être pris. Donc, tous les cycles de dépendance, exemple aux écrans, etc. Donc, changer nos habitudes puis se dire, OK, ça va vite avec tout ce que je consomme. Moi, je préfère ralentir, je préfère avoir une approche qui privilégie la lecture, par exemple, d'un récit linéaire, parce que j'en fais trop. Donc, il faut être dans la logique de briser le cycle, de prendre des pauses, et la lecture nous permet ça, c'est-à-dire la patience, l'ouverture à l'autre, l'entre-genre, des choses comme ça. Alors, la lecture obligatoire de l'école, c'est toujours dans un but d'aller chercher des connaissances, n'est-ce pas? Mhm. Aujourd'hui, on constate que les connaissances sont partout. Mhm. Les médias sont là et les nouveaux médias, en voulez-vous, en voilà, n'est-ce pas? Mhm. Et même si on dit chat GPT assez rapidement, mais les connaissances sont là. On peut aller fouiller rapidement et on prend ce que ça nous prend, n'est-ce pas, pour faire ce travail qu'on doit faire, pour faire la Mhm. présentation qu'on doit faire. Et on est intéressant parce qu'on a les connaissances beaucoup plus disponibles que lorsque ces connaissances n'étaient qu'à la bibliothèque. Je suis d'accord avec vous. Donc, je me ramène à une question qui est essentielle, la différence entre le faire confiance au processus et être axé sur le produit. Donc, si on se concentre sur la société, n'est-ce pas, néolibérale, capitaliste qui cherche à faire un produit à aller plus vite, on va aller chercher de l'information sur ChatGPT, on va prendre des raccourcis, on va
accélérer des processus pour être mieux, pour faire plus d'argent, etc., pour savoir plus. Donc, c'est vraiment une logique que j'appelle extractive. Maintenant, si on se concentre sur l'idée de la lecture littéraire, celle qui prend de la patience, celle qui prend du temps, etc., on se concentre sur le processus. Attention, ça c'est différent. Et quand on se concentre sur le processus, on se laisse bercer par le récit, on se laisse surprendre par le récit. Il n'y a pas de raccourci possible, il y a des hauts et des bas. Donc, il y a cette espèce de linéarité qui va nous bercer et qui va faire en sorte qu'on fait confiance au récit, on fait confiance à la vie. Tandis que quand on veut aller extraire des connaissances, on est dans l'action pour essayer de prédire, pour essayer de contrôler. Donc, c'est deux logiques complètement différentes. Et l'école peut nous entraîner à faire confiance au processus de la lecture et aussi à faire confiance au processus de la vie. Moi, j'aime tellement cette explication-là que je n'ose même pas poser ma question parce que quand on est dépassé par l'âge et on a l'impression de manquer de connaissances, n'est-ce pas? Et on n'a plus le temps et le luxe d'aller chercher ces connaissances-là de manière traditionnelle, à lire un ouvrage du début jusqu'à la fin, hein? Mais on a besoin de ces connaissances-là. Mais vous êtes consciente que on n'arrivera jamais à tout savoir dans la vie. Hein? Personne ne connaît le tout de rien, pas vrai? Et on a besoin encore, on a cette soif d'apprendre. Mhm. Absolument. Puis je ne suis pas du tout contre la soif d'apprendre. Je pense que tout est une question d'équilibre et tout est dans la nuance, n'est-ce pas? Donc, évidemment, si ma laveuse est brisée, je peux bien aller sur ChatGPT pour m'aider à trouver une solution rapide. Hein? On ne va pas lire un manuel IKEA de 1000 pages pour essayer de trouver une solution. Par contre, si mon idée est de revenir à un rythme qui fait en sorte que je veux développer mon esprit critique, que je veux cesser les dépendances, que je veux être plus autonome et avoir un esprit souverain, je crois que la lecture littéraire peut nous aider. Donc, tout est une question de nuance et surtout de se ramener à l'essentiel, c'est-à-dire le développement des qualités humaines et de l'esprit critique. D'autant qu'on dit quand on veut, on peut, et puis on peut dégager du temps hein, pour ne pas bousculer le temps. Merci beaucoup, professeur. Madame Amélie Lemieux, elle est professeure au département de didactique de l'UDM. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, professeur. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir.